tu vis ça d'avoir le syndrome de Tourette? Ben déjà, je vis ça bien. Donc je comprends que je l'ai depuis tous les jours. Puis aussi, ça explique aussi plusieurs trucs que je me posais des questions sur comment j'agis avec les autres, etc. Aussi avec mon frère. Aussi avec mon frère, ça change beaucoup. Mais vraiment, je prends ça bien. Qu'est-ce que tu dirais que ça change avec ton frère depuis que tu sais que tu as le syndrome? Parce que toi, ça fait pas longtemps que tu l'as appris, là. Qu'est-ce que ça change avec ton frère que tu... Ben, je sais maintenant qu'est-ce qui va causer, mettons, qu'est-ce qui va faire partie de la cause pour qu'on chicane beaucoup. Puis que je sois genre, impulsif avec lui, que je peux le provoquer ou quoi que ce soit. Ouais, tu peux le provoquer. Sur la Tourette, j'ai une manque d'inhibition. Fait que je veux tout le temps des câlins de ma mère, de mon père, etc. Puis comme elle l'a dit juste avant, j'aime pas ça me faire toucher. J'aime pas ça quelqu'un qui vienne me donner un câlin ou quoi que ce soit. Puis, personnellement, je trouve que je suis un peu différent des autres parce que quand quelqu'un vient me donner un câlin que je connais pas, moi, je veux jamais être méchant avec des gens, donc je vais juste leur dire, vous faites quoi à la place de les repousser. Comme que je connais des personnes qui vont les repousser, ils vont dire, tu fais quoi, t'es pas, c'est méchant, pas méchant, mais que c'est opposant à eux. Mais, c'est ça, donc, c'est ça, je joue tout le temps des câlins de mes parents. De tes parents? Même de Yohan, des fois, je veux pas, parce que... Lui, c'est le contraire. Tu veux pas, il t'en donne, parce que lui aussi, il a le syndrome de Tourette. Fait que lui aussi, il a un peu cette obsession-là d'avoir des câlins de toi. Ouais. Puis aussi, t'es le plus vieux. Ouais. Fait que c'est lui, c'est sûr que ton petit frère, il te regarde, tu sais, comme, wow, t'es plus vieux. Tu sais, c'est comme, c'est ton privilège d'être plus vieux, puis en même temps, t'as des responsabilités. T'es obligé de l'endurer. Je peux aussi passer comme manipulateur, provocateur. Puis c'est pas aussi un des problèmes que j'ai avec mes parents. Avant, avant, il disait toujours que je manipulais, mettons, mon père il disait que je manipulais ma mère pour faire tel truc ou avoir tel truc. Mais que finalement, on peut aussi mettre ça un peu sur le dos de manque d'inhibition vu que on est perçu comme provocateur et manipulateur en même temps. Donc ça peut jouer un rôle. Des moments précis où tu te souviens là, que tu as franchement fait de la manipulation avec ta mère? Est-ce que tu en as des souvenirs? J'en ai pas des précis détaillés, mais je sais qu'une fois, j'ai déjà essayé pour qu'elle m'achète une console Xbox One. Bon, ensuite c'était plus je lui demandais à chaque jour. Je lui disais peut-être des avantages, plein d'arguments. Puis j'essaie aussi un peu de la manipuler, etc. Puis finalement, je l'ai eu. Mais ça jouait vraiment pas qu'autour de la manipulation. Ça jouait aussi sur le fait que je disais tout le temps. Oui, c'est ça. Un peu, tu étais presque obsessionnel. Ouais, c'est ça. Puis là, ta mère finit par te l'acheter. Ça veut dire que ça marche, ta manipulation. Ça marche, mais il y a beaucoup de Il va falloir que je parle à ta mère là, pour qu'elle embarque dans ton jeu. Là. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'empêchent de le faire en disant arrête de manipuler telle personne. Il y a un truc récent qui s'est passé il y a quelques jours, même pas, peut-être une journée ou deux. En fait, j'allais chez mon père, donc je préparais tous mes trucs, puis j'avais des écouteurs cassés. Puis ma mère, pour m'aider, elle me les a mis dans le sac pour tout packager, parce que je jouais à l'ordinateur, puis comme ça, juste pour m'aider. Puis elle a mis un chargeur d'ordinateur par-dessus, puis sans y penser que ça pouvait les endommager, etc. Parce que c'est juste un fil qui tenait les parties d'écouteurs. Donc c'est ça. Donc après ça, quand je l'ai vue, j'étais déjà en colère contre elle. Donc assez en colère, je te dirais, j'ai commencé à crier sur elle en lui disant pourquoi t'as fait ça, tu sais très bien que ça marcherait pas. Ça peut l'endommager. Ouais. Puis ça peut même peut-être te briser. Fait que je lui ai crié dessus. Puis quand elle est venue me voir pour crier ça, je lui ai parlé de ça de la face. Comme si je voulais du mal. Comme ceux qui font comme ça à des gens. Donc, j'ai fait ça, puis elle a pris mal. Fait que bon, elle est partie, puis
Bon, j'ai aussi reçu une petite claque qui me fait assez réfléchir aussi. Puis c'est dans cette soirée-là, tout ce qui s'est passé avec ça, ben elle a commencé à. Elle était plus capable, donc elle a commencé à pleurer. Et bon, à la fin de la soirée, je l'ai appelée en lui disant que je m'excuse de tout ce qui s'est passé. J'ai été peut-être un peu trop fort. Puis pour moi, tout les gestes que j'ai fait, moi, c'était juste soit pour rigoler ou soit juste pour démontrer ma frustration. Puis finalement, on s'est pardonné, puis ça a bien été. Tu trouves ça important pour que vous puissiez revenir, puis tu es capable de t'excuser quand tu sais, même si c'était ton tourette, que ça peut quand même, il y a un peu de ton tourette, puis il y a un peu de ton Alec, là, j'imagine. Parce qu'en fait, faut aussi que je dise aussi que je suis beaucoup aussi sur qu'est-ce que les gens ressentent. Bon, moins que mon frère, parce que mon frère, lui, est vraiment dedans. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui part à cause de ma faute, au début, je fais comme si ça ne m'intéressait pas. Mais ensuite... Ou si ça te dérangeait pas, tu fais comme si ça te dérangeait pas. Pour juste démontrer. Je dirais pas une supériorité, mais juste pour démontrer que je suis capable de pas le faire. Puis, après ça, j'y repense à peu près au moins une journée environ. Même, ça peut arriver peut-être une semaine, j'y pense. Puis ensuite, ben, faut que j'aille m'excuser, sinon je me sentirais pas bien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, puis j'ai réfléchi 20 fois. Puis, quand je parle bêtement, moi, c'est comme, je parle normalement, je parle comme je parle en ce moment. Alec, c'est ça. C'est Alec qui dit ça. Ouais, c'est ça. Puis, si je parle, mettons, je commence à être violent avec mes mots, je provoque mon père ou quoi que ce soit, ben, ça sera le tour de mes émotions qui vont jouer, puis je suis pas capable de contrôler assez mes émotions pour... Ouais, ok. T'es pas capable. Puis, est-ce que tu penses que, par exemple, te dire un mot, ça provoquerait davantage tes émotions? Tu sais, te dire un mot pour te faire penser, un mot qui n'a pas rapport, mais qui pourrait dire là, Alec, t'es en train d'aller trop loin, mais sans te dire ça, parce que si je te dis tu vas trop loin, ben t'es encore provoqué, mais penses-tu que tu pourrais, qu'est-ce qui pourrait être aidant, là, que tu pourrais dire aux autres adolescents là, qui t'ont, toi, donné des trucs pour pas être si pire que ça, ou si provoquant que ça avec ta mère ou ton père? Ben, j'ai pas vraiment d'idée, en fait, mais la chose qui m'aide énormément sur ce sujet-là, c'est déjà que, mettons, les parents viennent devant moi. Mettons, mon père est venu devant moi, ça m'a calmé direct, ça m'a même mis en état de panique. J'ai commencé à paniquer, pleurer. J'étais sur le point du mur comme ça, en train d'avoir peur. Puis tu parles de quoi, là, à ce moment-là? Ben, quand on est comment je pourrais dire ça? Quand j'ai provoqué mon père. OK. C'est ça, ben, quand j'ai provoqué mon père avec une mauvaise... attitude, on va dire. Une mauvaise attitude que je l'ai provoquée, ben, qu'est-ce qui m'a calmé? C'est vraiment son geste d'aller me voir, sans me toucher, sans faire mal. Okay. Juste de venir devant moi, me coller sur le mur sans me toucher. Puis là, ça m'a mis en état de panique, puis j'ai totalement arrêté la provocation, puis j'ai même commencé à pleurer, puis ensuite ça s'est calmé. Puis voilà, c'est comme ça que ça se règle. OK. Un jour, il y a un intervenant qui m'amène un enfant qui est placé en foyer de groupe, là, parce que les parents trouvent ça difficile, puis ils ne savent pas ce que c'est encore. Ils savent qu'ils ont le syndrome de Tourette. Puis il vient, puis on commence l'évaluation. Ça fait pas très longtemps qu'on commence l'évaluation. Puis là, l'enfant, il me dit « Ah, je suis tanné. » En plus, l'éducateur, il l'a amené pendant une journée de congé. C'est sûr, il ne veut pas y faire manquer d'école. Fait que c'est encore pire. Tout le monde est en congé, puis lui, il est obligé d'être en évaluation avec la neuropsy. Il n'en a rien à cirer. Alors, je dis, ben oui, t'es bon. Tu fais comme la bonne psychologue, là, t'es bon. Puis, non, mais je veux m'en aller, là, je suis tanné, là, je vais aller voir mon éducateur. Bon, là, je dis, là, je passe à un autre niveau. Je dis, non, là, c'est pas toi qui décide, là, c'est moi. Faut que tu fasses, on a ça à faire, puis on va le faire, puis la méthode un peu plus drastique, on va dire, tu sais, puis là, tout à coup, là, non, mais je veux m'en aller, l'éducateur, il est là, puis je veux m'en aller. Puis j'ai dit, mais de toute façon, l'éducateur, il n'est pas disponible pour toi. Puis là, il prend sa table, lui aussi. Ben, c'est de la colère, hein. Il prend sa table, non, lui, il prend sa table, il la lève, mais en même temps, il ramasse mon dossier, il déchire tout mon dossier. Là, je suis comme, je vois qu'il est en train de se désorganiser. Je dis, je te touche pas.
mais je le colle au mur. Je te touche pas, regarde, je te touche pas. On se tait tous les deux. Là, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré bon, peut-être 30 secondes, mais dans ma tête à moi, là, tu sais, je compte là, lentement pour me calmer. Mais je ne bouge pas, je ne parle pas pendant un bout de temps. Je ne touche pas. Après ça, je dis, est-ce que ça va mieux? Il dit oui. Bon, ben, je dis, OK, on ramasse ça, puis tu vas aller voir ton éducateur, puis on s'en reparlera après. Écoute, ça a été fini. Juste le fait d'arrêter l'espèce d'escalade qu'on était en train de faire, qu'on arrête tous les deux. Bang! Puis il a été capable. Puis quand il est revenu, il était bien correct, puis il était capable. C'est comme si, il y avait comme une espèce, on appelle ça en anglais un build-up, tu sais, ça se construit, là, ta colère, elle monte, puis à un moment donné, ben, elle explose, là, tout d'un coup, là. Puis tu me disais, en dehors de la caméra, là, que tu étais allé au Collège Saint-Sacrement, puis que tu avais beaucoup aimé le Collège Saint-Sacrement, mais là, tu vas changer d'école. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Ben, en fait, là-bas, comme ma mère elle dit, c'est que ça donne beaucoup d'anxiété. En fait, j'avais beaucoup d'anxiété quand j'étais là-bas. Puis, je le faisais subir à mes parents, et à mon frère, à tout le monde dans mon entourage. Et puis, ben, c'est ça pourquoi que mes parents ont décidé de changer au moins une année. Ça peut pas être les autres années de mon secondaire à une autre école qui est publique. À une école publique, ouais. Tu vas aller à une école publique. Est-ce que toi, tu saurais dire qu'est-ce qui te rendait anxieux au collège? Ben, non. Non, vraiment, c'est mes parents qui me disaient que je suis anxieux. Peut-être les devoirs à remettre, parce que je m'organise pas bien. OK. Il faut que je sois capable de m'organiser comme il faut pour... Est-ce que peut-être les exigences du collège étaient grandes, puis que tu n'étais pas toujours capable de répondre aux attentes du collège, puis donc ça obligeait tes parents à dire, Alec, là, il faut que tu fasses ceci. Est-ce que ça ressemble à ça? Ou, Oui, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Mais toi, tu peux dire que toi, tu vivais pas d'anxiété. Ben, moi, je ne voyais pas que je faisais de l'anxiété. Mais comment tu décrirais ça, toi, de l'anxiété? Qu'est-ce que c'est que ça serait de l'anxiété? Ben, c'est du stress, énorme. C'est du stress énorme, oui, ouais, c'est ça. Et pourquoi tu penses que tes parents, eux autres, croyaient que tu vivais de l'anxiété? Ben, parce que, comme je l'ai dit tantôt, je le faisais subir à tout le monde. Puis, eux, ils voyaient plus que moi. Parce que moi, personnellement, je vivais ça comme si je vivais normalement, comme avant, au primaire. Mais eux, ils sentaient qu'il y avait une différence, puis ils me l'ont dit plusieurs fois. Ils te disaient que j'étais anxieux. Je te dis, là, c'est un syndrome qui me passionne. Moi, c'est des enfants extrêmement attachants. Quand ils sont petits, quand ils sont moyens, quand ils sont grands, mais il y a des périodes plus difficiles, je le reconnais pour les parents. Là, je ne suis pas en train de dire que tout est beau, mais c'est des enfants extrêmement attachants. Mais ce qui inquiétait beaucoup les parents, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est l'anxiété. Les parents avaient l'impression, rapportaient que les enfants vivaient de l'anxiété. Puis ma stagiaire, donc, de l'époque, il y a quelques années, avait décidé de faire sa thèse de doctorat, elle aussi, sur le syndrome Gilles de la Tourette. Puis donc, elle a questionné mes premiers patients, qui à l'époque avaient 9-10 ans, mais qui étaient rendus à 25 ans. Et elle questionnait aussi leurs parents, en disant, bon, ben quand tu étais petit, toi, est-ce que tu avais des tics, est-ce que ça te dérangeait? Oui. Alors, toutes sortes de questions. Et est venue aussi la question de l'anxiété. Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu penses que tu étais anxieux? Et puis, à la grande surprise de tout le monde, les patients qui étaient atteints, ils ne sentaient pas qu'ils étaient anxieux. Par contre, quand on posait la même question aux parents, pensez-vous que votre enfant était anxieux? Ah, il était tellement anxieux. Alors, c'est comme si l'anxiété ne se vit pas de la même façon quand on est adolescent, même enfant. Parce que des fois, on va poser des questions, mais c'est fait presque plus partie de l'obsession, de la compulsion de poser des questions. Fait que moi, je te crois quand tu dis que tu te sentais pas si anxieux. Est-ce que tes tics te dérangent? Oui et non. Dans la vie de tous les jours,
je te dirais que non, mais quand c'est temps, admettons, exemple, à l'école de travailler, j'ai tendance à faire, moi, personnellement, j'ai un tic moteur qui est de demander à la peau de me ronger les ongles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une fois où je peux arrêter quand je travaille ou quand je suis stressé. Des fois, on peut relier ça au stress, des fois, on peut juste relier ça moi, personnellement, au besoin de le faire. Ouais. Puis, je pense que c'est le tic le plus voyant, qui me dérange le plus, Ouais. et qui peut déranger aussi certains pour les dégoûts ou quoi que ce soit, parce que je le fais en public. Donc, si quelqu'un m'attend, je fais une présentation, je peux même faire ça. Puis, bon, pour moi, je sais que pour certains, ça sera un dégoût de voir ça. Puis c'est pour ça que j'essaie de me retenir. Mais des fois, c'est vraiment plus fort que moi, puis je suis obligé de le faire, même pendant des cours, pendant des trucs très importants. Ouais, as-tu aussi des tics vocaux, des tics sonores? Et oui. Ça a l'air de rire, là. Oui, parce que j'en ai deux, mais bon, j'en ai un qui était un tic plus voyant, qui devient aussi une mauvaise habitude. Puis j'ai une mauvaise habitude que j'ai tendance à faire assez souvent, qui peut pas donner un tic parce que je le contrôle même très très bien. Mais j'ai un tic sonore qui était auparavant assez... qui dérangeait pas mal tout le monde autour, même si je le faisais pas. Je le faisais rarement, ou quand je pensais à un truc qui reliait ce son-là, ben je le faisais automatiquement. Puis c'est ça, c'est à peu près tout comme tic. Sinon, tic moteur, j'ai mes épaules que ma mère me reproche souvent, que je bouge tout le temps mes épaules. Puis je sais pas c'est quand que ça arrive. Mais... Donc, c'est pas un tic qui te dérange, toi, mais non. Tu sais que tu le fais, là. Elle me dit tout le temps que je le fais, mais je sais jamais quand. Ouais, OK. C'est pas quelque chose donc, qui te dérange, toi. C'est ça. Ouais. C'est juste le tic moteur de ronger les ongles qui me dérange. Il y a aussi celui sonore avec ma voix qui pouvait déranger avant. Puis comment ça se fait qu'il ne dérange plus, là? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne dérange plus? Parce que maintenant, j'ai pris goût à le faire. Oui, mais ça ne veut pas dire que les autres... Peut-être. Ça ne les dérange pas, là. Peut-être, mais parce que ce soit un tic que je fais n'importe où. Ah. Mais maintenant, c'est un bruit que je fais volontairement, mais en même temps, je le fais pour rire. Je le fais pas pour gosser, je le fais pour rire. Okay. C'est comme si tu faisais ah. Mettons que tu de même. Ben, si tu le faisais, mettons en cours ou en quoi que ce soit, ça dérangerait. Mais si tu le fais, mettons, pendant que quelqu'un raconte une blague ou quoi que ce soit, c'est normal de faire le bruit. Ça a l'air de quoi ce tic-là que tu peux faire volontairement? Est-ce que tu as le goût de nous le faire devant la caméra? Ouais. Ça ressemble à... OK, mais maintenant tu le contrôles, tu le fais plus. Mais maintenant, je suis capable de le faire. Je le fais plus involontairement. Ouais. Je le fais maintenant volontairement pour faire rire. OK. Ouais. Mais ça me fait rire aussi de le faire. C'est pour ça que je le fais. Ça me fait penser, tu sais, Alec, que quand moi j'ai commencé à connaître le syndrome de Tourette, ça fait à peu près 30 ans, on rencontrait des adultes aussi, puis qui avaient vécu avec le syndrome sans jamais le savoir qu'il y avait ça. Puis qui en ont souffert aussi, peut-être parce qu'ils ne le savaient pas, mais qui ont dit tous, ils ont dit, moi, j'ai commencé à plus souffrir de mon syndrome de Tourette quand j'ai commencé à me moquer moi-même de mes propres tics. Puis là, il a commencé à se moquer de ses tics, un peu comme toi, tu le fais là, actuellement. Puis là, tu as le sentiment d'avoir le contrôle dessus. Ben déjà, je me sens plus visée, j'ai plus honte de moi. Je vois que les autres, ça dérange, donc je commence à avoir un peu honte, un peu gêné de le faire, mais je vais quand même le faire, même si quelqu'un me dit d'arrêter, je vais continuer de le faire. Si je le fais pas, je commence à me sentir... Au fond, c'est comme ça t'apporte aussi, on pourrait dire, un soulagement. Parce que si tu le fais pas, ça t'achale, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, puis tant que tu l'as pas fait, ça c'est comme... ouais, c'est ça, c'est sûr. Est-ce que ça t'a soulagé d'une certaine façon d'apprendre que ça s'appelait le syndrome de la Tourette? Non. Non? Pourquoi ça t'a pas soulagé? Non, parce que au départ, je pensais que je pensais déjà que j'étais différent.
Bon, moi j'ai des théories de la vie depuis que je suis rentré à maternelle. Ma mère va trouver ça drôle, mais c'est vrai. Quand je suis rentré à maternelle, je pensais que tout le monde était des robots. Je pensais que j'étais la seule personne qui vivait. Je pensais que tout le monde était programmé, que quelqu'un les contrôlait ou quoi que ce soit. Puis, j'ai commencé à, même jusqu'en 3e année du primaire, j'ai su ça. Jusqu'à temps, j'ai commencé à penser que ça se peut que les gens, ils pensent comme moi, ils agissent un peu comme moi. Quand j'ai su que j'avais le syndrome de Tourette, je pense que c'était à cause aussi de ça que je voyais les gens différemment. Vu que moi, j'agissais comme différemment, mettons, d'un de mes amis ou d'un voisin en classe. Mais moi, je me voyais différent, donc je pensais que c'est parce que tout le monde était pareil. Tout le monde était comme robot, était programmé pour faire telle chose et telle chose. Mais que quand j'ai su ça, c'est tout de suite sorti de ma tête. Puis ensuite, c'est devenu peut-être juste la raison pourquoi je pensais que j'étais différent des autres. Ah oui, d'accord. Ça explique pourquoi tu es peut-être un peu différent des autres. Et c'est pas parce que les autres sont des robots. OK.